faire avancer la science, les chercheurs doivent d'abord s'imprégner des travaux de leurs collègues. Et pour ça, la source principale, ce sont les données scientifiques et les articles. Le problème, c'est que ces mêmes publications coûtent extrêmement cher et que certains instituts de recherche ne veulent pas toujours les payer. Ça rend l'accès à la science très difficile pour certains chercheurs. Pour contrer ce phénomène, on assiste depuis une vingtaine d'années à un mouvement qui vise à rendre les publications scientifiques gratuites, accessibles à tous. C'est la science ouverte. Pour illustrer comment la science ouverte impacte les chercheurs de l'INSA Strasbourg, nous allons partir à la rencontre de deux enseignantes chercheuses, l'une en sciences humaines et sociales, Florence Rudolph, et l'autre en sciences de l'ingénierie, Tania Landès, qui vont nous parler des bénéfices et de la mise en œuvre de l'open access. Bonjour Florence. Bonjour Maxence. Je crois que tu as déjà publié plusieurs de tes articles en accès ouvert. Quel impact ça a eu pour toi ? Tu vois, quand tu mets tes articles ou des rapports sur des sites sciences ouvertes, et finalement, les gens, ils t'identifient, ils te lisent facilement. Et puis, c'est aussi l'occasion d'avoir des retours, de rencontrer des nouvelles personnes, d'avoir des nouvelles collaborations. Je sais que c'est souvent un petit point de friction quand on parle de sciences ouvertes, c'est la question du plagiat. Il y a vraiment un impact ? Moi, je pense que quand tu es en sciences ouvertes, tu as plus de chances, finalement, d'identifier des situations de plagiat. Déjà, les logiciels fonctionnent mieux, ils arrivent mieux à te repérer. Et puis surtout, je dirais qu'il faut publier. Je pense que c'est même plutôt une protection contre un risque qui effectivement existe. Oui, et puis je crois qu'il y a aussi la technique de l'auto-archivage, non ? Un chercheur qui publie lui-même son travail sur un site dédié. Cette technique d'auto-archivage, elle est super importante parce que c'est une vitrine que tu as et qui a une pérennité. Tu mets ça sur un site public, tu as nettement plus de chances que ce soit conservé, alors que dans une revue, si la revue, pour une raison ou une autre, elle n'existe plus, tu n'as plus accès à tes travaux. Alors, publier en accès libre, ça offre des avantages, mais je crois que c'est aussi de plus en plus obligatoire, non ? Dès que tu as, par exemple, des projets qui sont financés par des fonds publics, comme des fonds européens, tu vois, les Interreg ou des projets européens, ou les ANR, eh bien, c'est une obligation. C'est un peu logique puisque tu es financé, la recherche est financée par des fonds publics, donc le principe, c'est que tout le monde ait accès. Donc, c'est en sciences ouvertes. Merci Florence. Merci à toi Maxence, à bientôt. À bientôt. Florence Rudolph m'a expliqué à l'instant, les publications sont plus visibles. Ensuite, on se protège davantage du plagiat. Et enfin, on se conforme aux obligations des financeurs. D'ailleurs, ce qui est vrai pour les publications l'est également pour les données. Et ça, on va voir dans quelques instants avec Tania Landès. Bonjour Tania. Bonjour Maxence. On parlait juste à l'instant avec Florence Rudolph des avantages de publier des articles en open access, mais c'est vrai aussi pour les données issues de la recherche. Tu peux nous en parler ? Oui, alors le partage de données pour moi est une chose très importante parce que ça permet déjà d'éviter les pertes. C'est en quelque sorte une forme de sauvegarde. Et de diffuser, ça permet aussi d'éviter les vols ou le plagiat. Et en même temps, quand on publie la diffusion des données, ça permet de valoriser l'équipe et en même temps de mettre en valeur aussi les données qu'on va mettre à disposition de la communauté scientifique. Oui, et puis je crois que la recherche est plus efficace, non ? Oui, elle sera plus efficace dans le sens où ça évite de reproduire les mêmes données, donc c'est un gain de temps. Du fait de partager les données déjà acquises. C'est aussi un gain d'argent parce que acquérir des données, ça a aussi un certain coût. Et enfin, ça permet à des équipes qui ne sont pas forcément du même domaine de faire des tests à l'aide de ces données-là. Du coup, c'est bon pour les chercheurs et chercheuses et pour la science ? Oui, parce qu'en ouvrant les données, on participe à une science plus intègre et plus exacte. Oui, et puis comme pour les publications, je crois qu'il y a aussi des obligations en termes de partage des données. Il faut répondre à cet appel à projet en établissant, en rédigeant un plan de gestion des données. Donc c'est simplement un document dans lequel on explique comment on envisage de collecter les données, de les stocker, de les archiver et aussi après de les diffuser. Il y a un site intéressant, le site d'Opidor, qui donne des exemples de modèles de plans de gestion des données. Donc ça nous facilite un petit peu la tâche de voir déjà comment rédiger pour répondre à des appels à projets nationaux ou européens. Merci Tania. Avec plaisir Maxence. Si vous voulez en apprendre davantage sur la science ouverte et ses principes, je vous invite à lire le guide pratique de la science ouverte édité par le groupe INSA. Le groupe INSA a également édité un jeu de société sous forme de quiz qui permet de présenter de manière ludique les différents aspects de la science ouverte.
Vous pouvez également suivre les formations de l'URFIST ou de l'INIST sur le thème de la science ouverte. Je citerai également le projet ADEL, un projet en collaboration avec l'UNISTRA, la BNU et l'UHA. Ce projet permettra bientôt à tous les enseignants-chercheurs qui le souhaitent de s'adresser à un guichet unique en ligne où ils rencontreront un spécialiste qui répondra à leurs questions.